Futur composé. Une émission de Christian Apothéose, consultant. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Éric Bobet, qui est directeur général de la société Aide à Domi. Comme aide à domicile, bien sûr, ça ne s'invente pas. Aide à Domi, qui est une société régionale qui compte 350 salariés dans les services à la personne, comme l'on dit, qui s'est développée depuis une dizaine d'années. C'est ça, donc une très belle progression pour son créateur, son fondateur, Éric Bobet. Éric Bobet qui ne vient pas du tout de ce monde-là, c'est un parcours totalement atypique puisqu'il commence dans le dur de l'entreprise, on va dire, dans la technologie, dans des grands groupes, et puis après, à un moment donné, dans sa vie, il se dit, en 2006 précisément, on va y revenir, bon Dieu, mais c'est bien sûr, où est la vérité de ma vie, quel est mon vrai chemin, et que dois-je faire, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, et là, il choisit de changer assez radicalement quand même de métier, ce qui dans une trajectoire, dans un CV est assez étonnant. Éric Bobet, bonjour, donc vous avez commencé vous par un diplôme d'ingénieur. Tout à fait, une école d'ingénieur en technologie avancée, plus exactement dans la conception des microprocesseurs. Ah oui, la puce. Quelque chose de très très pointu, exactement. Le silicium. La conception de ces éléments qui à l'époque étaient très novatrices. Oui. Ça c'est 82-85, vous faites ça à Montpellier. Exactement. Et pourquoi vous arrivez à Montpellier? Parce que vous êtes breton d'origine. Tout à fait, donc il s'avère que La migration bretonne à Montpellier, je suis pas sûr, mais... En réalité, je fais mes études préparatoires sur Paris, sur la région parisienne, et en fonction des concours acquis et de mes préférences, j'ai choisi une école d'ingénieur sur Montpellier. D'accord. Le hasard. Dans votre formation, dans votre parcours de lycéen, c'est ce dont vous rêviez? C'était la techno qui vous a rêvé ou c'était un choix d'opportunité? La technologie m'a toujours intéressé. Il s'avère que très jeune, j'ai eu la chance d'être équipé d'ordinateurs. C'est-à-dire dès les années 72-73, mon père qui était un féru de technologie m'a équipé d'un système. Et j'ai commencé la programmation en hexadécimal à l'époque sur ce genre d'outils. Et donc j'ai eu une... C'est pas simplement votre père, là, c'est vous aussi, là. C'est moi qui faisais, effectivement. Donc, très rapidement, je me suis orienté dans ce genre de choses et naturellement, je me suis orienté vers l'informatique et les technologies avancées. D'accord. Et donc le diplôme, la formation d'ingénieur, pour vous, c'est logique, c'est ce dont vous rêviez? C'était une suite logique de ce que j'imaginais, puisque j'avais un fil conducteur également dans ma tête qui était de pouvoir créer une entreprise un jour. Donc le un jour n'était pas déterminé, mais c'est quelque chose que j'avais en tête et que j'ai réussi à mettre en œuvre quelques années plus tard. Oui, mais pas forcément dans ce domaine-là, on va le voir. Mais vous commenciez une carrière assez classique quand on a fait ces formations-là, puisque c'est les grands groupes informatiques chez lesquels vous allez, c'est Bull, c'est Schlumberger. Tout à fait. Donc lorsque j'ai été jeune diplômé, je suis rentré chez Schlumberger. J'ai travaillé à l'international. J'étais dans un centre de recherche à Los Angeles pendant une année. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur Londres, Munich, dans différents pays à Los européens. Angeles, vous allez faire quoi? Vous vendez ou vous produisez? Vous cherchez? Qu'est-ce que vous faites? Donc j'accompagnais des clients et je mettais en œuvre des premiers systèmes de test de circuits intégrés en Europe. Et donc j'allais avec les concepteurs apprendre finalement la mise en place de cette technologie pour pouvoir la déployer chez les clients français. Là, on est toujours dans le dur de la techno quand même. Exactement. Quand même, faut avoir un bon diplôme pour le faire. Là, et vous voyagez. L'international, c'est quoi? Vous le faites contraint, par plaisir, par vocation? C'est un véritable plaisir parce que c'est la découverte du monde, je dirais en dehors de l'Europe, en Europe elle-même. Et ensuite, c'est vrai que ça a été un guide de mes jobs, de mes différents jobs dans les autres grandes entreprises internationales dans lesquelles j'ai travaillé. Où est-ce que vous avez découvert le plus? Découvert le plus, je dirais que la première étape, je vais vous surprendre, ça a été pendant mon service militaire. Ah. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de faire une école d'officier de réserve et de prendre une responsabilité qui était de m'occuper de la défense solaire de la base de Narbonne. Et j'étais
avec des personnes en tant que tout jeune, sans expérience. J'ai été confronté à des relations humaines très fortes avec des sous-officiers très expérimentés qui avaient fait... Donc là, les sous-officiers sont des sous-officiers professionnels à ce moment-là. Tout à fait. Et vous êtes celui qui arrive et qui fait son service militaire. Mais vous êtes au-dessus. Et je suis au-dessus. Donc c'est tout un paradoxe. C'est la raison pour laquelle ça a marqué toute ma vie professionnelle. C'est que j'ai appris d'une part l'humilité par rapport à l'expérience acquise de ces personnes, et puis d'autre part à pouvoir m'imposer également en tant que tout jeune par rapport à cette personne qui avait un vécu militaire très important. Et puis qui vous attendent, vous n'êtes pas le premier qui passe. Et qui ont cherché à me visiter d'une manière intéressante, on va dire. Donc il fallait faire preuve d'un petit peu de réactivité positive et de mettre en avant cette personne. Vous dites que c'est un passage important pour vous. Oui, parce que c'était ma première expérience de management. J'ai eu à gérer donc quelques sous-officiers de carrière et puis en plus toute une équipe de soldats du contingent et auprès desquels également j'ai découvert je dirais une autre forme de relation et des valeurs qui existaient puisqu'on était dans un environnement agricole, vignoble, de vignerons, et donc j'avais affaire à des fils de vignerons qui travaillaient dans ces régions et j'ai découvert une mentalité très intéressante et ça a été une source d'enrichissement très forte pour moi. Et là, vous dites ça m'a donné le virus du management quelque part. Exactement, tout à fait. C'est étrange ça de dire c'est à l'armée que j'ai eu le virus du management. C'est pas à l'école d'ingénieur, c'est... À l'école d'ingénieur, j'ai appris effectivement les technologies, à pouvoir les manager entre elles, et ensuite la relation humaine, je l'ai vraiment apprise à ce moment-là, et c'est ce que j'ai ensuite décliné dans mes différentes expériences qui ont suivi. Alors, ça vous sert, donc vous allez chez Schlumberger, après un autre grand groupe, Bull. Exactement. Donc au sein de Bull, j'assure la promotion de la vente de matériel informatique et très rapidement, le marché étant en mutation, il est nécessaire de vendre des services et je mets en œuvre les premiers projets informatiques au sein de l'entreprise, du moins au niveau régional. Et là, vous êtes déjà basé dans la région ? Je suis basé effectivement dans la région puisqu'après avoir quitté Schlumberger, comme j'avais décidé de fonder une famille avec mon épouse, donc je souhaitais être dans le sud. En l'occurrence, nous avons choisi de nous implanter sur Marseille. Sur Marseille direct. Sur Marseille direct après Montpellier pour fonder notre famille. Et voilà. D'accord. Et donc là, vous développez des projets. Vous voyagez encore chez Bull ou pas, non ? Oui, je mets quelques années pour voyager. J'ai dû mettre 3-4 ans avant de voyager parce que je me suis mis à travailler avec un client important qui est le port autonome de Marseille. Ah oui. Et avec le port autonome de Marseille, j'ai travaillé avec l'équipe internationale du port qui avait pour mission de mettre en place l'informatisation de ports, notamment en Afrique. Mmh. Et à travers ce client du port, donc j'ai été amené à le représenter, à représenter des solutions informatiques dans différents ports de l'Afrique de l'Ouest. Là, on est dans les années 90, quand le port de Marseille vend son ingénierie, quelque part ? Voilà, tout à fait. D'accord. Ensuite, groupe Bull, et ensuite, groupe Atos Origine, grand groupe aussi. Oui, donc j'ai été embauché au sein du groupe Atos Origine, effectivement, pour mener à bien un projet qui était en difficulté, donc pour le redresser. Et puis il s'est avéré que on m'a rapidement orienté dans une filiale internationale du groupe Atos, dans lequel, au bout de 3 ans, j'ai pris la direction générale. Ah oui. C'est le management qu'on a reconnu, là ? Tout à là. fait. Le management, effectivement, donc, qui m'intéressait. Et j'ai eu à manager des équipes d'ingénieurs. Il y avait une équipe de 200-250 ingénieurs au sein de cette filiale. C'est une entreprise dans l'entreprise, carrément. Exactement, tout à fait. Là, vous retenez quoi de ce passage chez Atos ? Ce que je retiens de ce passage, c'est déjà une découverte d'un secteur, puisque le secteur était un secteur de la monétique et je ne connaissais pas ce secteur, donc j'ai dû l'apprendre. Et ensuite, ce que j'ai découvert aussi, eh bien, c'est qu'à travers les solutions que nous mettions en place, notre job était également de faire gagner de l'argent aux banques à travers des solutions de fidélisation ou des solutions d'optimisation de leurs solutions monétiques. Donc c'était effectivement intéressant. Alors, on a jusqu'à maintenant le parcours à peu près normal, je veux dire. Quelqu'un qui est passionné par la technologie,
Le papa l'a incité à le faire, il le fait. Il est bon élève, il rentre dans une école d'ingénieur, il a son diplôme, il rentre dans de belles entreprises technologiques de notre pays et il arrive jusqu'à sa carrière 2006. On fait une pause musicale, on va voir ce qui se passe en 2006 avec vous. On fait une pause musicale avec Alain Souchon, L'amour à la machine. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenu pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Matisse, l'amour c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la ville les tabasse. Et alors, elle passe. Allez, à la machine. Avec Alain Souchon, vous écoutez Futur Composé, l'émission économique de Dialogue RCF. Vous nous recevez à Marseille et Aubagne sur le 89.6, à Aix-en-Provence, à Martigues sur les Tendebers sur le 101.9. Notre invité du jour est Éric Bobet, qui est le directeur général de la société Aide à Domi, pour aide à domicile bien sûr. Éric Bobet, L'amour à la machine, c'est quoi? C'est pourquoi vous avez choisi cette chanson d'Alain Souchon? Bien parce qu'elle exprime une régénérescence, puisque avec le temps qui passe, eh bien des choses peuvent s'étioler, on va dire, et cette musique est a fait preuve d'un formidable élan positif, dans le sens où il indique qu'en lavant la machine, on peut régénérer également des choses de la vie, et j'aime bien cette image et ces idées. Alors justement, en 2006, vous décidez de passer votre profession à la machine, et là, vous avez une réflexion qui remet tout en cause. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut remettre les choses également dans son contexte. Ça faisait 5 ans que j'étais parti en célibat géographique sur Paris. J'ai refusé que mon épouse me suive parce que je ne voulais surtout pas terminer ma carrière sur Paris. Donc je m'étais dit, en ayant ma famille dans le sud, je suis sûr de revenir à un moment donné. Et avec le temps qui passe également, je me suis posé des questions, notamment avec l'aide de mon épouse qui travaille dans le médico-social et qui travaille auprès de l'humain. Et moi, je considère que je travaille pas vraiment auprès de l'humain. Quand même, vous voyez des clients de temps en temps. Tout à fait, mais j'avais besoin d'œuvrer directement auprès de la personne. Et donc, le chemin fait son effet. Il y a la loi Borloo de 2005 qui est passée par là. Donc, comme j'ai la capacité d'intégrer différentes informations qui viennent de droite et de gauche, naturellement, à un moment donné, j'ai un éclair qui se produit au mois d'avril 2006. Ah, c'est daté, carrément. Là. Ah, c'est daté, tout à fait. Et je me dis, je vais aller dans ce secteur-là. Et donc, je commence mon étude de marché auprès du directeur. Là, vous le faites quand même comme un ingénieur. Là, il faut un plan, là. Tout à fait. C'est ma caractéristique, je dois reconnaître. J'ai la chance d'être, alors que l'entreprise n'était pas créée, d'être accueilli par le directeur de la direction des personnes âgées, personnes handicapées du conseil départemental, qui aujourd'hui d'ailleurs est directeur de l'intégration au sein du conseil départemental, et donc je lui expose le projet, je lui demande ce qu'il en est, ce qu'il en pense, et quelque part il me donne un accès, un accord de tacite en me disant allez dans cette direction, surtout qu'à l'époque il y avait
quasiment aucune entreprise présente sur le secteur de l'aide à domicile. C'était surtout des structures donc associatives. Et la raison pour laquelle j'ai créé ensuite cette structure après mon étude de marché, d'une manière entrepreneuriale, c'est-à-dire en termes de société anonyme, eh bien, c'est pour être maître également du management que j'allais effectuer dans cette entreprise. Donc là, vous voulez dire, j'ai mon projet, je le dirige, j'assume intégralement la responsabilité de ce projet. Tout à fait, et je mets mon argent personnel dans le projet afin de développer et d'activer cette société. Et je me dis, du fait que je me jette à bras le corps et avec toute mon énergie dans le sujet, je trouve normal de créer une entreprise et non pas une association, même si les valeurs que j'ai, je dirais, à un moment donné, me rapprochent beaucoup de certaines valeurs qui existent dans ce contexte. Le service à la personne, c'est un choix professionnel que vous faites, mais on se dit, bon, il va évoluer, il y a des besoins. Mais entre les besoins et le marché, c'est-à-dire qu'entre le fait qu'il y ait des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui ont besoin de garder des enfants, ça c'est évident, mais est-ce que ça constitue un marché? Votre étude de marché, elle aboutit à la conclusion que il y a la possibilité de faire vivre une entreprise, pas simplement un service caritatif sur ce secteur. Tout à fait, exactement. Donc effectivement, le service à la personne se décompose, on va dire, en deux grands domaines, qui sont les services dits de confort, qui concernent l'entretien du domicile et la garde d'enfants, et d'autre part ensuite les services d'aide à domicile, qui concernent la dépendance auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. D'accord. Comment est-ce qu'on développe, quand on part de zéro, qu'on vient en plus d'un milieu qui n'est pas le milieu de l'aide sociale, peut-être par votre épouse un petit peu, mais vous êtes étranger à ce monde-là. Comment est-ce que vous démarrez, vous vous installez, vous avez votre cabis, et les premiers gestes, c'est quoi pour aller chercher le marché, là ? Donc deux actions, puisque dans le secteur du service à la personne de l'aide à domicile, il y a deux éléments qui sont essentiels. C'est le client final et le salarié. Donc ce sont les deux mamelles de l'entreprise, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc dès le début, je me suis associé avec la chambre de commerce pour pouvoir mettre dans l'emploi des personnes qui étaient titulaires donc du RSA. Donc à l'époque c'était pas le RSA. D'accord. Et donc j'ai toujours cru que il y avait des personnes que nous pouvions puisque la chambre de commerce avait un accord avec le conseil départemental, enfin le conseil général à l'époque, tout à fait, pour effectivement favoriser l'insertion de personnes en difficulté. Voilà, exactement. Donc ils servaient l'intermédiaire du conseil départemental, et donc ils ont effectué pour moi toute une présélection de personnel candidates, et ensuite que j'allais qualifier dans leurs locaux, donc d'une manière théorique et pratique, où je leur faisais passer des tests. Excusez-moi, mais vous y connaissez rien à l'époque. Je n'y connaissais rien effectivement de manière professionnelle, mais il s'avère que depuis la naissance de mon premier-né, mon aîné, j'ai toujours fait appel à l'aide à domicile, c'est-à-dire pour ce qui concerne la garde d'enfants à domicile, que ce soit l'entretien de domicile, j'ai toujours fait appel à l'époque à des associations, oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'entreprise qui existait, donc j'ai fait appel à une très vieille association qui hélas n'existe plus sur le département des Bouches-du-Rhône, et qui nous a aidés à titre personnel. Donc à ce titre, j'avais une expérience vécue. Une expérience vécue de niveau d'exigence. Quelle est mon exigence dans la garde d'enfants? Quelle est mon exigence dans l'entretien de domicile? Donc cette expérience personnelle m'a beaucoup servi également pour, d'une part, embaucher les bonnes personnes, et d'autre part également me mettre à la place du client, puisque c'est ça qui m'intéresse, c'est que pour bien comprendre la personne que nous allons aider, il faut se mettre à sa place. Et donc de par les vécus qui est le mien, j'ai essayé ensuite de monter le niveau qualitatif des prestations pour aller vers l'objectif que je me faisais moi du niveau d'exigence. Du service que vous attendiez pour vous personnellement. Exactement, aussi. Tout à fait. On a vu comment vous trouvez les salariés avec cette opération avec la chambre de commerce. Comment vous trouvez les clients? Eh bien, pour les clients, j'ai commencé par du dépôt de flyers, donc du dépôt de classique, quoi. dans les boîtes à lettres,
D'ailleurs, mon fils qui, je dirais, m'a beaucoup aidé déjà à cette époque, il avait récupéré, je devrais pas le dire, une clé pour pouvoir rentrer dans les immeubles et mettre des flyers. Il me l'a appris plus tard, je l'ignorais d'ailleurs, et qu'il avait trouvé, il était très débrouillard pour rentrer et mettre ces flyers. Donc c'est pas bien parce que beaucoup de personnes sont surchargées par les flyers et c'est pas une bonne chose. Maintenant on agit différemment. Et donc à travers ce dépôt d'informations, on a eu des retours. Également nous étions proches des médicaux ou des pharmaciens également de proximité chez qui nous allions expliquer également les valeurs de notre entreprise pour qu'ils puissent eux-mêmes être source de recommandations envers leurs patients. D'accord. Ça, c'est une chose, je dirais, au niveau développement. Ensuite, comme je souhaitais monter dans la qualité de nos services, eh bien, nous avons mis en place toute une logique d'accompagnement des ressources à travers une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau des ressources humaines, à travers également une certification NF Service, puisque nous sommes fait certifier par la FNOR au niveau des procédures. Donc moi je crois beaucoup à des procédures qui soient clairement édictées pour que les gens puissent, les salariés de l'entreprise puissent décliner un référentiel ce référentiel effectivement avec intérêt. Et puis on a grandi également dans le cadre de certification puisque nous sommes également certifiés par Capandéo au niveau du handicap avec des équipes spécialisées aujourd'hui dans le handicap. Donc le parcours de l'entreprise s'est fait d'une manière très très logique, on va dire, un plan que j'avais identifié dès 2006, c'est-à-dire une montée en compétences et en procédures, en suivi, en certification, en labellisation, qui nous permettait de donner un service de qualité aux personnes. D'accord. On va voir un petit peu justement ce développement des services à la personne, mais avant on fait une pause musicale avec une musique que vous avez choisie, Jo est belle. Tout à fait. Jo belle. Jo belle. Salut les amoureux. Voilà. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite. Nos adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on crâne un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Avec cette jolie chanson d'amour, vous écoutez quand même une émission économique. C'est Éric Bobet, qui est directeur général d'Aide à Domi, qui a choisi cette musique. Un petit clin d'œil, Éric Bobet ? Oui, tout à fait, puisque cette musique vient d'un film qui est Tout pour être heureux et qui montre l'histoire d'un couple dont le mari s'investit totalement dans son travail et qui délaisse sa famille et qui, à un moment donné, je dirais, se sépare de son épouse parce que son épouse n'en peut plus de cette situation. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est de montrer qu'au-delà du travail, eh bien, la famille est un élément essentiel et c'est ça qui rassemble. Et 2006, c'est aussi vos réflexions, c'est que vous dites je vis à Marseille, je vais vivre à Marseille, j'ai mes gamins qui grandissent et j'ai pas envie qu'ils grandissent sans me connaître. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que l'origine de la chanson
me ressemble, mais la fin me ressemble pas du tout. D'accord. Nous sommes vous avez fait ce choix unis avec mon épouse. C'est un choix de vie, c'est un choix entrepreneurial, mais c'est aussi un choix de vie que vous avez fait. Hein, exactement. Et donc l'entreprise, on l'a vu avec vous, s'est développée parce que vous aviez un plan, une stratégie. On sent que tout ça, c'est bien cadré, que vous voulez de la qualité et que vous voulez que si on fait appel à Aide à Domi, on ait, quelle que soit la personne qui vient chez soi pour garder une personne âgée ou un enfant, il y a toujours le même service. C'est un petit peu ça que vous avez voulu mettre en place. Hein. Tout à fait. Comment vous gardez dans ce service qui devient nombreux, parce que pour faire vivre 350 personnes sur ça, vous avez beaucoup de clients, vous gardez un aspect humain? Eh bien, à travers des valeurs, c'est-à-dire que nous avons décliné une déontologie, des valeurs, une éthique. Et cette valeur et cette éthique, eh bien, je la décline avec mon encadrement. C'est-à-dire que l'encadrement représente une petite quarantaine de personnes. Et c'est un choix également de sélection des personnes. C'est-à-dire, je tiens à ce qu'ils partagent ces valeurs. Et donc, lorsque l'ensemble des personnes sont tournées d'un côté, l'ensemble des équipes de management sont tournées vers les salariés pour les accompagner, parce que c'est un métier difficile qui est pratiqué, c'est un très beau métier, c'est un métier magnifique qui est effectué par nos salariés. Qui peut être épuisant, éprouvant. Qui peut être épuisant, effectivement. Donc, c'est à nous de mettre en place toute une stratégie pour limiter cet épuisement, donc à travers la limitation des déplacements notamment. Et de l'autre côté, effectivement, c'est de se projeter vers la qualité de prestation apportée aux bénéficiaires, aux clients. Donc, ce sont ces deux éléments, comme j'indiquais tout à l'heure, qui sont nos éléments fondateurs et de développement avec cette éthique, je dirais, où nous n'acceptons pas n'importe quoi, nous faisons les choses avec réflexion et surtout dans le respect des règles au sens large. Je crois que c'est essentiel. Est-ce qu'il y a dans vos prestations un aspect, là aussi, une préoccupation éthique, parce que ça peut être très cher d'avoir une très bonne garde d'enfants, très cher d'avoir un bon service handicapé. Est-ce que là aussi vous avez une approche particulière sur les tarifs que vous pratiquez, les prix que vous demandez aux personnes clientes? Disons que les tarifs sont la conséquence des valeurs et de la qualité que nous émettons. C'est-à-dire que lorsqu'une personne nous aborde, nous demande quel est votre tarif, on ne lui répond pas à cette question sur quel est notre tarif. On cherche à lui faire partager finalement notre valeur. Nos valeurs, quelles sont-elles? C'est la quantité de service, c'est la qualité des prestations, c'est la formation des personnes, c'est l'intégration des salariés dans l'équipe, c'est les contrôles qualité réalisés au domicile des bénéficiaires, c'est les suivis qualité qui sont réalisés de manière très, très nombreuse au domicile des personnes. C'est la réévaluation du besoin. D'accord, j'entends bien, mais in fine, il faut bien faire un chèque. Oui, et donc, et comme nous mettons des personnes compétentes et que nous garantissons une continuité de service, les personnes, je dirais, considèrent que c'est le plus important. Le plus important, c'est la confiance. C'est la confiance que nous générons. Après, on n'est pas non plus les plus chers, on n'est pas les moins chers non plus, mais ça devient connexe. Lorsqu'on a confiance en une structure parce que le service réalisé va correspondre à ce que vous attendez, parce que les personnes sont qualifiées, parce que les personnes arrivent à l'heure, parce que, je dirais, le temps de travail est effectif, tout cet ensemble de choses font que, je dirais, nous générons une confiance et que les personnes, je dirais, nous choisissent. On va terminer notre émission sur à faire ce genre de choses, mais c'est un point important. Voilà. On va terminer sur ce mot de confiance. Je rappelle que nous recevions Éric Bobet, qui est directeur général de Aide à Domi, une entreprise d'aide à la personne qui intervient dans l'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées, sur l'entretien du domicile, sur la garde des enfants. Une société de 350 salariés. Et puis, Éric Bobet a de nombreuses responsabilités dans les secteurs professionnels, notamment le pôle des services à la personne. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Vous écoutiez Futur Composé. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et puis retrouver cette émission et les autres sur le site rcf.fr. À la semaine prochaine. Futur Composé. Une émission de Christian Apotelose, consultant.